La paracha Vaishlach, Yaakov envoie des émissaires à Esav. Vaitsav otam les morts, kotomrun la adoni le Esav, ko amar avdecha Yaakov, imla vangarti vaechar ad ata, vaili shor vachamor, tson ve'eved ve'shifra, ve'eshlachacha, la guide l'adoni limtsochen be'enecha. Donc il ordonna, c'est le deuxième pasouk de cette paracha, il ordonna à ses émissaires de dire: ainsi vous direz à mon maître Esav, ainsi dit ton serviteur Yaakov, j'ai séjourné avec Lavan et j'ai tardé jusqu'à présent, j'ai eu taureau et âne, menu bétail, serviteurs et servantes, et je l'envoie pour dire à mon maître, que j'envoie pour dire à mon maître, afin de trouver grâce à tes yeux. Voilà. Alors, on avait vu le Rashi là-dessus, qui disait, Garti, Mlavan Garti, pourquoi est-ce que il emploie un terme un peu inhabituel pour parler de son séjour chez Lavan? Garti, pour dire, l'ona setissar vechashuv. וחשוב, אלא גר, אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך, שברכני, הווה גביר לאחיך, שהרי לא נתקיימו בי. Première chose, première explication, je ne suis pas devenu là-bas ni prince, ni quelqu'un d'importance, et donc je suis resté simplement guerre. C'est pour ça qu'il insiste, il me lavane garti, je ne suis resté que sur la touche un marginal, un étranger, donc ça vaut pas la peine que tu me haïsses pour les brachot que ton père m'a donné, puisqu'il m'a dit tu seras plus puissant que tes frères, puisque ça ne s'est pas réalisé. C'est premier pshat. Deuxième pshat, Garti b'gimatria tariag, Gematria, la valeur numérique de Garti, c'est pour ça qu'on emploie Garti, parce que ça renvoie aux 613 mitzvot, que l'Omar, Im Lavan, Haracha, Garti, je suis resté avec ce rachat, et malgré tout, j'ai observé les 613 mitzvot, et je n'ai rien appris de lui, de sa façon de fonctionner. Vaïlishor vechamor, j'ai eu taureau et âne, Abba amarli mital hashamayim mishmane haaretz, zuena lo min hashamayim velo min haaretz. Mon père m'avait promis de la rosée du ciel et de la fertilité de la terre. Or, ceux-ci ne sont ni du ciel ni de la terre. Alors, le Maskil le David, un très grand commentateur du XVe siècle, Rav David Pardo, est un très grand commentateur de Rashi, et il s'étonne a priori de ce que Rashi dit. Je suis devenu étranger, j'étais étranger chez Lavan, et donc, tu n'as pas besoin de me haïr pour les brachot de ton père, puisque j'ai rien gagné. Ça ne s'est pas réalisé. Alors, le Maskil de David, il dit pourquoi? Peut-être chez Lavan, il n'était pas important, mais ses promesses vont se réaliser en ce qui concerne Esav, qui sera plus puissant que Esav. Esav sera assujetti, sera asservi par lui, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vanne? C'est la vanne. Maintenant, le problème, c'est avec Esav. Donc, ce que Rashi dit, a priori, pas dire que les brachot ne sont pas réalisés. Sauf que, et comme ça explique le Maskil de David, c'est marqué, qu'est-ce que mon père il m'avait dit? Heve gevir la achecha, sois plus puissant que tes frères. C'est le Maskil de David. Mais il n'a pas tes frères, il n'y a qu'un frère. Il n'y a que Esav, seul frère. Or, la bracha était, tu seras plus puissant que tes frères. Alors qu'il s'agissait encore de quelqu'un d'autre que Esav. Et comme Lavan, c'est un tout proche parent, et qu'il s'appelle Achicha, je suis le père je suis le frère de ton père, il y a une proximité, Lavan aussi, ils se traitent de frères. Donc ça veut dire que c'est un proche parent suffisamment proche pour que quand Yitzhak a fait la bracha, tu seras plus puissant que tes frères, ça veut dire pas seulement
ton frère biologique, mais aussi les plus proches, dont Lavan. Et comme chez Lavan, je suis resté toujours sur la touche, donc les brachot ne se sont pas réalisés. Deuxième remarque, c'est marqué, j'ai eu taureau et mouton. Eh bien, c'est ni taureau et mouton, c'est pas quelque chose qui s'appelle la bracha de la rosée du ciel et de la fertilité de la terre. Oui. Alors, donc, encore pour signifier à Esav, tu vois, ce que j'ai eu, c'était pas grâce à la bracha, donc pas la peine de m'haïr. D'accord? Alors là-dessus, le maskil de David, toujours le même, il dit, mais c'est pas très convaincant cette histoire-là. D'abord parce qu'il y a plusieurs gmarotes dans lesquelles on considère que les animaux, ça vient aussi, c'est guidou les karka, ça pousse de la terre. Ça veut dire, étant donné que toute la nourriture des animaux vient de la terre, donc on peut aussi, dans plusieurs gmarotes, on dit que les animaux sont des guidou les karka. Ils poussent, ils grandissent au moins à partir de la terre. Donc c'est pas tellement convaincant que ensuite, il dit que Yaakov, maintenant, qu'est-ce qu'il a? Je suis venu avec toi avec taureau et âne, menu bétail, serviteurs et servantes. Serviteurs, comment est-ce qu'il a eu les serviteurs et les servantes? Ben, tout simplement parce qu'il avait tellement de troupeaux qu'il a vendu des troupeaux et il a acheté des serviteurs et des servantes. N'est-ce pas? Sinon, ça n'a jamais été dans le contrat de travail d'obtenir autre chose que des bêtes. Donc tu vois que grâce à la richesse fabuleuse qu'il a eue de bêtes, finalement, il peut arriver à acheter autre chose, et donc il pourrait très bien acheter de la terre. Et même si la bracha, elle était d'avoir quelque chose de la terre, les brachot de la terre et du ciel, eh bien en vérité, ça pourrait très bien être compatible avec le fait d'avoir des taureaux et des moutons, puisque c'est une telle richesse, on peut se permettre d'acheter même de la terre. D'accord? Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il est en train de dire à Van? Tu sais, ce que j'ai eu, c'est pas du ciel et de la terre. Alors, Maskil de David, il rapporte un midrash. Qu'est-ce que ça veut dire, mital hashamaim? Qu'est-ce que ça veut dire d'obtenir la bracha de Yitzhak à Yaakov? C'est d'obtenir de la rosée du ciel, c'est marqué du ciel, c'est la manne, comme c'est marqué lechem min hashamaim. C'est du pain du ciel. Obtenir quelque chose du ciel, dit le Maskil de David, ça veut dire obtenir comme la manne. On ne fait rien, on l'obtient comme ça, comme la rosée qui vient du ciel, comme la manne qui tombe du ciel, pour laquelle on n'a pas besoin du tout de travailler. Et donc, de l'autre côté, la fertilité de la terre, c'est aussi lui dire quelque chose qui va te venir très facilement. Tu obtiendras les choses, tu auras une telle richesse, une terre tellement riche, que quoi que ce soit, tu fais la moindre chose, et ça pousse comme Yitzhak, qui avait une bracha 100 fois plus que tout ce qu'on aurait pu espérer. N'est-ce pas? Or, Shor Vassé, les taureaux et les moutons qu'il a eus, il a dû travailler comme un esclave pendant 20 ans chez Lavan pour les obtenir. Donc c'est pas quelque chose qui lui vient comme un truc qui vous tombe du ciel ou qui pousse tout seul à partir de la terre. Donc ça n'a rien à faire avec les brachot de son père. Ok? Ça marche? Bien. C'est cette pshat de Rashi qu'on pourrait traduire de la façon suivante. Yaakov a toujours une ouverture envers les autres, de leur laisser le choix. C'est vous qui allez définir comment je me comporte avec vous. Si tu veux, Imlavan Garti, ça veut dire, moi, j'ai rien eu, ça a été une période extrêmement dure dans ma vie, je ne dois rien au brachot de ton père, ne sois pas jaloux. C'est de un. Ok? Je te laisse la possibilité de réfléchir et de te rendre compte que finalement, même si je t'ai volé d'après toi les brachot, mais ça ne m'a rien rapporté. Donc, faisons la paix. Ou bien, si tu n'es pas d'accord avec ça, si tu me cherches noise, tu veux me faire des histoires,
eh bien sache que j'en ai maté des aussi difficiles que toi. J'étais avec Lavan le rachat pendant 20 ans et je suis resté, j'ai pas bougé d'un pouce. J'ai Tariag mitzvot shamarti, j'ai toujours observé les mitzvot et j'ai en rien été influencé par Lavan. Donc sache, tu as le choix. Ou bien tu fais la paix avec moi parce que tu dis que les brachot, en vérité, ça ne m'a pas apporté quelque chose. Ou bien, si tu veux la guerre, alors sache que moi je suis un dur à cuire, c'est pas avec moi que tu auras le dernier mot, parce que j'étais avec un Lavan qui est terrible et j'ai pas bougé de ma tzidkout. N'est-ce pas? On pourrait expliquer que Rachi, c'est comme ça qu'il parle à Lavan. Moi, j'ai tout à fait une autre démarche dans Rachi. Pas dans Rachi, dans la paracha. Je me suis demandé, mais quelle est la différence entre Lavan et Esav? C'est-à-dire, Esav, on dit, c'est un ramaï, c'est un trompeur. Comme c'est marqué, Kitsaïd Befiv, il avait la chasse, il savait chasser dans sa bouche, ça veut dire par sa bouche, par ses propos, par sa politique, par ses stratagèmes. Il savait la tsoud ou le ramot, dit Rashi. Il savait chasser et tromper. L'art de la chasse, c'est quoi? Le mot de chasse, c'est quoi en hébreu? C'est quoi? Hein? Sad. Sad, c'est les côtés. Prendre de biais, pas prendre directement. La chasse, l'art de la chasse, c'est qu'un homme qui est moins fort que certains animaux sauvages, qui est moins rapide qu'eux, qui est moins résistant qu'eux, quelle est la chorma qu'il doit mettre en œuvre pour arriver à chasser? Il faut prendre les choses minatsad. Il faut avoir l'intelligence de ne pas prendre les choses de front. On ne se bat pas avec un lion, n'est-ce pas? On essaie de prendre les choses par stratagème et ruse. Et là-bas, c'est marqué, il sait capturer et tromper. Il faut utiliser ces choses-là, n'est-ce pas? Faire des pièges, venir par la surprise, etc. Avec des armes, fabriquer des armes. Toute l'intelligence humaine peut servir à faire la chasse. Là où physiquement on n'est pas au niveau, eh ben, on arrive à. Ensuite, c'est marqué Yaakov Ishtam. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était un homme tam? C'est pas qu'il était ni simpliste, ni simplet, ni simple, pas du tout, ni naïf. Mais c'est un homme chez Eno Harif, le Ramoth, je traduirais, qui n'est pas empressé de tromper. Ça veut dire qu'il n'essaye pas. Il n'essaye pas la ruse. C'est seulement s'il est acculé qu'il va savoir se défendre, n'est-ce pas? Mais en soi, c'est quelqu'un que ça rebute. Il n'a pas une nature comme Esav, qui est un chasseur, donc qui très naturellement emploie les moyens, la ruse, la politique pour arriver à quelque chose. Yaakov, c'est pas ce genre-là. D'accord? Bien. Mais Lavan aussi, Lavan à Arami, c'est les lettres de quoi, Arami? Ramaï. Même son nom, c'était Lavana. Ou bien Lamarimitani. J'ai travaillé pour avoir Rachel, tu me passes Léa, Lamarimitani. Donc on voit que Lavan est qualifié de Ramaï. Ou bien Léa, quand le matin il a vu que c'était Léa, il dit Ramaa, bat Ramaï. Tu es une trompeuse, fille d'un trompeur. Donc on voit que et Esav est qualifié de trompeur et Lavan est qualifié de trompeur. Alors je me demande alors, quoi, on fait deux fois la même chose? Quoi, une fois on se mesure à un Ramaï qui s'appelle Esav, et après on se mesure à un Ramaï qui s'appelle Lavan. C'est difficile. Pourquoi? Oui. Et de façon générale, je me demande, mais qu'est-ce qu'on a besoin de cette histoire de Lavan? C'est vrai que pendant qu'il était chez Lavan, il était
Qu'est-ce que je voulais dire? Quand Yaakov était chez Lavan, il a construit énormément du clan d'Israël. 11 tribus sont nées, sauf Binyamin. Les tribus sont nées là-bas. Yosef est né là-bas. La richesse de Yaakov, ça vient de là-bas. Donc ça veut dire cette période a été une période très importante. Mais en quoi? N'est-ce pas? En quoi? Alors, j'ai pensé à certaines différences qu'il y a entre Esav et Lavan. Donc c'est ma question, à quoi ça sert Lavan? Bien que de fait on voit que oui, ça a été très très important. C'est là que Yaakov s'est marié, c'est là qu'il a eu ses enfants, la plupart au moins, n'est-ce pas? Alors, mais d'accord, mais à quoi ça servit? Pourquoi c'est comme ça? Alors si vous réfléchissez, vous verrez que Yaakov, par rapport à Esav, il est en concurrence. C'est les deux qui se disputent la succession du père. Ils veulent les brachot du père. Ils veulent prendre la suite du père. C'est une concurrence. Ouais. Ensuite, donc c'est par rapport au père, par rapport à un homme, et ça se passe en Eretz. Lavan, la référence, c'est Rivka. Tout le temps rapporte Rivka, le frère de Rivka, le fils de Rivka. Tout le temps c'est Rivka, la mère ou la sœur, la femme, qui est la référence. Et ça se passe en Chutz La'aretz. Esav ne sort pas d'Eretz, et Lavan ne sort pas de Chutz La'aretz. Donc, est-ce que ça va nous aider? De quelle façon ça va nous aider de comprendre un peu le rôle de cette galoute, de cet exil en Chutz La'aretz de Yaakov? Hein? On va essayer de comprendre. Alors, si vous réfléchissez à la vie de Yaakov, je dirais il y a eu plusieurs périodes. Première période, il était avec Esav à la maison. D'accord? C'était la période où il était encore jeune, en Eretz, et où il a obtenu le droit d'aînesse, il lui a acheté le droit d'aînesse en profitant de sa faiblesse, de sa faim, mettons, et les brachot où il l'a trompé pour obtenir les brachot. C'est première période, n'est-ce pas? Bien. Deuxième période, ça c'est jusqu'à l'âge de 63 ans. À 63 ans, c'est-à-dire là où il a obtenu ou volé les brachot de Esav, c'est à l'âge de 63 ans, il a dû s'enfuir. À ce moment-là, il va y avoir une période de 34 ans, de 34 ans. 14 ans, il va étudier à la yeshiva de Shem, et 20 ans, il va être chez Lavan. D'accord? Donc il est parti de la maison pendant 34 ans. Ensuite, deuxième période d'Esav, il revient en Eretz, et la première chose contre laquelle il bute, c'est Esav. On reprend les choses là où ils étaient avant. D'accord? Après, cette période-là, en vérité, elle va durer, il aura 97 ans, 63 plus 34, ça fait 97. Il meurt, à quel âge il meurt, Yaakov? 140, très bien. 147 ans, mais dans les 147 ans, les 17 dernières années de sa vie, il était en Égypte. Quand il est venu par eux, il a dit j'ai 120 ans. Donc il a eu 17 ans. Donc il y a eu 4 périodes. Une période de 63 ans, ensuite il y a eu 14 plus 20 ans, c'est la période de l'exil. Ensuite il y a une période de depuis 97 à 130, ça fait 33 ans de retrouvailles avec Esav, et les 17 dernières années tranquilles en Égypte. Ouais. La grande différence qu'il y a entre la première période de Esav et les retrouvailles avec Esav, elle est la suivante. La première période, Yaakov, il a finalement profité des circonstances
il a rusé, il a trompé, il a employé aussi des moyens de se déguiser. C'est vrai que c'était Rivka qui avait cette intelligence de le mettre là-dedans, mais c'était Yaakov qui finalement a été celui qui a obtenu les choses à cause des circonstances. Quand l'autre il mourait de faim, alors il lui a fait vendre. Il y avait des raisons là derrière, hein, chaque fois. C'est pas simplement qu'il lui a volé comme ça. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit, mais c'est pas maintenant, je ne fais pas court là-dessus. Mais il y avait des raisons, mais quoi qu'il en soit, par rapport à Esav, il a obtenu son droit d'aînesse, il lui a acheté le droit d'aînesse. La deuxième chose, il lui a obtenu les brachot en le remplaçant auprès d'Yitzhak. Ce qui veut dire que quand Esav est venu chez Yitzhak, et Yitzhak lui dit, mais il y a ton frère qui est déjà venu. Alors il dit, Achenikra Shemo Yaakov. Maintenant je comprends ce nom de Yaakov. Il m'a roulé 2 fois. Yaakov, c'est le talon. Vous savez, c'est quelque chose qui n'est pas droit. C'est quelque chose d'arrondi. Avec l'art des détours. Oui. Tu m'as eu. Tu m'as roulé à 2 fois. Tu m'as roulé à 2 fois. Maintenant, je comprends ton nom de Yaakov. C'est le gars qui est un roublard, qui est un tricheur, qui est un trompeur. Ce trompeur qui s'appelle Esav s'est fait rouler dans la farine par son frère. Finalement, c'est Yaakov qui a tout eu. N'est-ce pas? Quand Yaakov va revenir retrouver Esav, qu'est-ce qui se passe? Ça change complètement. On voit, Yaakov, il est toujours très conciliant. Il dit, voilà, tu fais ça ou tu fais ça, tu choisis. Mais il a lutté contre le malheur de Esav, et il n'a pas lâché le malheur jusqu'à ce que le malheur... Vous avez le malheur? Pardon? Quel bracha? Très bien. C'est plus Yaakov que tu t'appelles. C'est Israël. Parce que tu as lutté avec des Elohim, des puissances. Tu as lutté avec les puissances. Voilà. Quand il retrouvait Esav, Esav aussi. Pas seulement le malheur, le saro chez l'Esav. Le prince, oui, l'idée d'Esav. Mais aussi le Esav lui-même qui a dit Achi yelach asher lach. Ce qui est à toi, c'est à toi, garde-le. Et Akadosh Baruch Hu, il le bénit et dit maintenant, c'est plus Yaakov, ton nom c'est Israël. Donc on voit que la première période, c'est une période dans laquelle Yaakov, il était un trompeur, où il se débrouillait, c'est un débrouillard, n'est-ce pas? Et la deuxième, il affronte les choses. Ça veut dire ce qu'il n'était pas capable au départ d'obtenir par la lutte, il est arrivé après le séjour de Lavan, il est capable d'affronter Esav. Et là, il ne le roule pas. Et là, il se bat avec lui. Et là, il est capable d'affronter. Donc, on a affaire avec un nouveau Yaakov. Je traduis ça avec un pasouk, un morceau de pasouk dans Yeshayahu même, pasouké, Vehaya Heakov le Mishor. Et ce qui est Heakov tordu deviendra Mishor Yachar, ça deviendra droit. Regardez comment ça s'adapte, comme ça se prête bien à notre situation. Et ce qui est Akov, Yaakov, ce qui est tordu, tortueux, illégal, oui, stratagème, ce que tu étais un Yaakov, qui a roulé 2 fois ton frère, ton nom de Yaakov, maintenant va devenir Yachar, le Mishor. Mishor, c'est quelque chose de droit. Maintenant, c'est devenu quelque chose de droit, quelque chose de réglo. Oui. Et c'est ça, ce qui s'appelle maintenant, ou bien Yeshurun. Yeshurun, c'est Yachar, la droiture, la rectitude. Oui. Ou bien Yisraël, Yachar, El. Oui. Quelqu'un qui est droit ou qui se bat aussi. Ça, c'est aussi le combat, qui a combattu avec des puissances. Maintenant, c'est quelqu'un qui est un combattant. D'accord? Donc, Vaya Yaakov, le Mishor. Et ce Yaakov, il est devenu droit. Comment il est devenu droit? Comment est-ce qu'il est passé de quelqu'un
qui utilise des stratagèmes, à quelqu'un qui maintenant est capable de lutter pour obtenir les choses. N'est-ce pas? Eh bien c'est ça, apparemment, la place qui est occupée par la vanne. C'est la lutte contre la vanne, la confrontation avec la vanne, d'accord, qui va faire passer Yaakov d'un combattant, au contraire, de quelqu'un de roublard, de quelqu'un qui n'est pas net, vous voyez, qui emploie les circonstances, qui emploie des stratagèmes, cachers, justifiés, mais qui ne les obtient pas par l'affrontement. Et là, après, on en fait quelqu'un qui est capable de lutter. Qui sarita imelokim enanshim. Tu es capable de lutter contre les puissances et contre les hommes. Et maintenant, tu mets le nom d'Israël. Donc, le nom de Yaakov qui va devenir Israël, ou le nom de le stratagème, le politique qui est devenu quelqu'un qui obtient les choses par ses propres mérites droitement, par l'affrontement, oui, c'est ce qui s'est passé chez Lavan. Maintenant, il faut comprendre comment ça s'est passé chez Lavan. Vous voyez, jusqu'à présent, mon problème est qu'est-ce que c'est que cet envoi que Yaakov fait à Lavan, Im Lavan Garti, etc., Vailishor Vechamor. D'accord? C'est de comprendre ça. Je vous ai rapporté Rashi. J'ai dit des choses intéressantes du Maskil le David concernant Rashi, mais moi j'ai pris un autre chemin. Mon chemin, ça a été de comprendre quelle est la différence et l'intérêt qu'il y a entre affronter Esav et affronter Lavan. D'accord? Bien. Alors j'ai dit que finalement, on voit que Yaakov va être transformé du tout au tout par le passage chez Lavan. Avant, c'était quelqu'un qui était écove, tordu, tortueux, ouais, et il va devenir quelqu'un qui obtient les choses de haute lutte, directement par sa force, par son mérite direct, sans passer par des coups. Ok? Bien. Alors, il y a quelque chose de un peu bizarre qu'il faut noter à propos de Yaakov. Il dit, quand il rencontre, c'est une Gemara dans Sota Yud Gimel, quand il rencontre Rachel, il a tout de suite compris que c'est sa femme. D'accord? Il dit, tu m'épouses? Elle a dit oui. Seulement, tu auras une grosse difficulté. Mon père, c'est un ramaille. Il va t'avoir. Alors il lui a dit, Ki achi aviahu. S'il est ramaille, je le serai autant que lui. Je suis le frère de ton père. Il trouvera à qui parler. Et s'il est cachère, Vechi ben Rivka. Et sinon, je suis aussi le fils de Rivka. C'est-à-dire que Jacob saura, apparemment, réagir que Lavan, ça soit un ramaille. Alors je suis son frère en Ramaout, je suis un spécialiste de la Ramaout, et si c'est quelqu'un qui se comporte bien avec moi, eh ben je descends de ma mère. Ok? Ce qui m'étonne un peu, c'est que je trouve qu'il est très prétentieux, ce Yaakov. C'est comme ça. C'est un ramaille. Il va tomber sur un os avec moi. C'est comme c'est une prétention, moi je saurais le dompter. Ouais. La vérité, c'est que c'est absolument faux. Jamais il n'a gagné contre Lavan. Jamais. Lavan lui a d'abord refilé une femme qu'il ne voulait pas. Lavan lui a changé Verlif et Maskurti à Seret Monim. Il a transformé les conditions de travail 10 minyanim, 2 fois, 100 fois il m'a trompé, tout le temps.
il me dit un jour, il me dit c'est comme ça, ton salaire, le lendemain ça change, etc., etc. Au fur et à mesure qu'il voit que je réussis dans quelque chose, il change les conditions, il n'a pas cessé, il n'a pas cessé, il n'a pas cessé. Et Yaakov était complètement passif, complètement impuissant par rapport à Lavan. Ce qui est un peu drôle avec cette prétention du début, Achivani beramaout. Je saurais le dompter. Ouais, bien. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand Yaakov voit Rachel, quand il la rencontre pour la première fois, n'est-ce pas? Vaï, donc c'est dans Parshat Vayetze, Kaftet Yud, Vaï kashera Yaakov et Rachel bat Lavan, Achiimo, Vetson Lavan, Achiimo, Vaïgash Yaakov Vaïgal et Even me'al pi habe'er, Vaïashk et Tson Lavan, Achiimo. Regardez ça. Il y a quelque chose de bizarre dans ce verset, non? Je redis. Ce fut lorsque Yaakov vit Rachel, fille de Lavan, frère de sa mère, et le troupeau de Lavan, frère de sa mère, il s'approcha, Yaakov fit rouler la pierre qui obstruait le puits, et il abreuva le troupeau de Lavan, le frère de sa mère. Remarquez quelque chose d'un peu bizarre là, non? Quoi? Et pas sous spécial, ça, non? Qu'est-ce qui est spécial? Fils de sa mère, Pardon? de préciser à chaque fois quand il dit. Ben oui, frère de sa mère, frère de sa mère. Ça y est, on le sait, on n'est pas idiots. On le savait d'ailleurs. On le savait de toute façon, parce que quand Yitzhak il l'a envoyé, il dit va chez Lavan, le frère de ta mère, etc., et te marie-toi là-bas. Vous voyez? On le sait. Cette insistance. Il y a un bon conseil qu'on donne pour un garçon qui veut se marier, c'est lequel? Pardon? Regarde les frères de père, Pourquoi? que c'était genre tes fils, ils leur ressemblent. Voilà. Celui qui va qui cherche un sidour, vous voyez, Nel, elle a déjà pris les renseignements, comment est-ce qu'il fallait. Mais c'est pas Nel c'est pas elle qu'il faut parler, c'est au garçon. Il faut lui dire, va regarder le frère de ta mère, qui rov banim domim lache imam. La plupart des garçons, la plupart des enfants ressemblent aux frères de leur mère. Alors ici chez nous, ça veut dire quoi? Que plus fort. Yaakov, il ressemble à la même. Oh! Et le frère de sa mère, c'est Lavan. Par rapport à Yaakov, la plupart des enfants, les enfants de Rivka, vont ressembler aux frères de leur mère, de Lavan. Waouh! Dis donc, ça, on n'aurait pas attendu celle-là. Yaakov, c'est Lavan. Vous entendez? Vous entendez ce que je suis en train de dire comme énormité? Un chidouche, ça, c'est un scoop. C'est un scoop. Yaakov, c'est Lavan. Yaakov ressemble à Lavan. Alors je dirais, quand il dit Achivani beramaout, je suis son frère en tromperie, ça veut dire qu'en vérité, j'ai les mêmes dispositions, j'ai le même problème que Lavan. Je suis capable d'être quelqu'un sans scrupules, qui arrive à se débrouiller, qui répond aux situations, qui sait se défendre. Ou, mais j'ai un double chapeau, moi. Je suis ou la même chose que Lavan, je suis le semblable de Lavan, mais je suis aussi le fils de sa sœur. C'est comme ça qu'il se présente, n'est-ce pas? Je suis le frère de Lavan et le fils de Rivka. Donc, chez Yaakov, il y a une tension entre une capacité de stratagème, de ruse, qu'il a utilisée d'ailleurs à l'époque contre Esav, et le côté cachère parfait de sa mère. Est-ce que vous y êtes? D'ailleurs, il se passe quelque chose de très étonnant,
Lavan, quand il accueille Yaakov, il dit Ach atzmi ou besari ata. Mais tu es, écoutez bien, tu es atzmi, mes ossements, mon squelette, mes os et ma chair. Ça vous dit quelque chose cette phrase, non? Os et chair, ça vous dit quelque chose? Non? Comment? Très bien, Adam. Adam, il dit sur Chava, Zot apam, etsem me atsamai, ou basar mi besari. Le Zot ikare, Isha ki be ish lukachazot. À présent, maintenant que je dis Adam, je vois que tu es l'os de mes os et la chair de ma chair, c'est une Isha qui correspond à Ish. Ça veut dire quoi? Que Lavan est en train de dire, que c'est le mari, si l'on peut dire, le mari de Yaakov. Que Yaakov c'est comme sa femme. Ça veut dire que c'est lui qui dicte, qui domine Yaakov. Et vous avez peut-être remarqué ce que dit je crois le Khatam Sofer, il dit, vous savez qui c'est Lavan? C'est le père de toutes les mamans. C'est le père de toutes les mamans. Rachel et Léa, c'est les filles de Lavan. Et Bila et Zilpa, sont les filles de Lavan, mais d'une concubine. Légalement, ça veut dire la femme essentielle de Lavan lui a donné Rachel et Léa, mais Bila et Zilpa, qui sont les servantes de Rachel et Léa, sont aussi, dit Rashi, les filles de Lavan d'une concubine. Donc, Lavan est père de toutes les mères des tribus. Tout le côté féminin, c'est Lavan qui est le père de cela. Vous entendez? Lavan, et d'ailleurs, quand il a fait un pacte à la fin de la parashat Vayetse, il lui a dit, et on fait un pacte, mais une condition, tu ne prends plus d'autres femmes que celles que tu as. Donc ça veut dire que Lavan, il a tout, c'est le grand-père des 12 tribus. Vous y êtes? C'est le grand-père des 12 tribus. Et de la même façon, il prétend aussi que Yaakov, qui est comme lui, qui est le même style d'homme, oui, et dit, ben c'est moi aussi, comme si je suis ton mari. Oui, bien. On va avancer. Il y a des choses qui sont très curieuses chez Yaakov. Est-ce que vous vous souvenez, qui est-ce qui donne le nom des enfants de Yaakov? Toujours les mères, sauf une exception, Lévi. Pour Lévi, c'est peut-être Yaakov qui lui a donné le nom, ou Rashi dirait que c'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Yaakov n'a donné aucun nom à ses enfants. Comme s'il ne se mêle pas de ça. Ben zut, on aurait dû faire au moins l'alternance. Un pour le père, un pour la mère. Et il aurait dû nommer au moins 6 tribus. N'est-ce pas? C'est que les mères qui décident du nom, de la signification des enfants. Qui plus est, ça veut dire encore plus. Il y a même des noms qui sont des sales noms. Rouven, regardez, Hachem, il m'a vu mon malheur. Il a vu que je ne suis pas suffisamment aimé. Après Shimon, Tishama Kisnoa Nori. Hachem, il a entendu que, en vérité, Yaakov, il me rejette. Qu'est-ce que c'est que ça? Et Yaakov, il ne dit pas un mot. Et Yaakov ne réagit pas. Mais il y a quand même un orgueil masculin, je veux dire. C'est quand même un homme, je veux dire. Les hommes, ils ne sont pas une nature comme ça d'être des femmes. Que les femmes, elles ont l'habitude du sacrifice. Que les femmes, elles se dévouent. Elles ont beaucoup plus la qualité, naturellement, la qualité de dévouement au mari, aux enfants. Les femmes, elles ont beaucoup plus. Mais ici, c'est l'inverse. Yaakov, il est complètement, sur la touche. Ensuite, quand Rachel et Léa, avec l'histoire des Doudaïm,
et sont en train de faire du commerce la nuit. Qui passe la nuit avec Yaakov? Bah dis-moi, il faudrait encore demander au principal intéressé. On pourrait encore demander, non, Léa qui court vers lui dit, Elai, tavo qui sera béni. Tu dois venir chez moi, ne va pas chez Rachel, qui devait passer la nuit, va pas chez elle, on va pas lui faire chouma d'aller la chercher là-bas, mais je te dis, ne va pas chez elle, parce que moi je t'ai payé la nuit. Mince alors, mais c'est pas possible, c'est pas des prostituées, enfin c'est ras de chaleur. Et il dit rien, mais c'est pas possible. Mais il réagit pas? Incroyable. Ça veut dire, il n'est pas fier d'homme, il n'a pas André, c'est la prétention, un homme il a besoin de marquer son importance dans le couple, en choisissant les noms, en intervenant, c'est lui qui règle la famille. Et là on a l'impression que c'est toute sa famille qui l'a réglé. Encore plus, même, il y a à la fin, quand Yaakov il va se séparer de Lavan, alors il en parle à ses femmes, il consulte ses femmes, n'est-ce pas? Il dit, qu'est-ce que vous pensez? C'est votre père, on va le quitter ou pas? Alors, qu'est-ce qu'elles disent Rachel et Léa? Elles disent Vatan Rachel et Léa, vatomarna lo, haod lanu chelek venachala bevet avinu. Elles répondent, ces deux femmes, en disant, mais est-ce qu'on a encore une part, un héritage dans la maison de notre père? Halognochiot nershavnu lo, kimcharanu. Mais il nous a vendus, c'était comme des étrangers il a fait payer, il te fait payer le prix par le travail de Vayochal gamachol et kaspeinu. Et l'argent qu'on avait pour la Ktuva, au lieu de lui donner l'argent, il a détourné tout notre argent. Kichol haosher asher itzil elokim me'avinu lanu hu lvanenu. En fait, toute la richesse que Hachem a sauvé de chez Lavan, il nous appartient à nous et à nos enfants. Ouais. Après, donc, on part. On n'a rien ici. On n'a rien. Et tout nous revient. Vous entendez? Après, quand il va affronter Lavan, et à un certain moment, une fois il se lâche, et il lui dit un petit peu, comme il a été infect avec lui tout le long, Vayan Lavan, Vayomer El Yaakov, il dit comme s'il n'a rien entendu. Aucune réprimande, ça passe sur lui, mais il dit à Yaakov, Habanot, Benotai, les filles, c'est mes filles. Vabanim, Banai, les petits-enfants, là, les enfants, ils sont à moi. Vatson, Tsoni, le troupeau, il est à moi. Vachol Asheratore, Lihu. Et tout ce que tu vois, c'est à moi. Mince alors, on est en train de se disputer entre les femmes de Yaakov et Lavan, qui est le propriétaire de toute cette richesse. Ribono shel olam. Il y a un Yaakov pendant 20 ans, il était esclave, il n'a pas dormi la nuit tellement qu'il faisait froid, et a surveillé le troupeau. Il a été brûlé par le soleil le jour. Il a travaillé comme un fou pendant 20 ans pour arriver à avoir une richesse. Il a travaillé comme un fou. Et maintenant, on discute au-dessus de lui. Mais qui est propriétaire? Les femmes, ils disent, tout ce que tu as, tout ce que tu as, c'est à nous et nos enfants. Et la femme, il dit, tout ce qui est à toi, mais tout, c'est à moi. Et lui, mais c'est lui le propriétaire. C'est lui qui a travaillé. C'est lui qui avait rien et qui a fait fructifier tout. Et Yaakov ne dit mot. C'est incroyable. Yaakov ne réagit pas. Je veux dire, on voit quelque chose d'incroyable chez Yaakov, qu'il ne réagit pas. Il ne réagit pas avec ses femmes, il ne réagit pas avec les disputes de ses femmes, il ne réagit pas quand on donne des noms déplaisants en ce qui le concerne, il ne réagit pas pour la richesse, pour le travail. Mais c'est invraisemblable. Ça, c'est Yaakov. Vous voyez, mademoiselle? Ça, c'est Yaakov. Alors, je dirais, il y a aussi quelque chose qui va ensemble avec tout ça. C'est que
Lavan, il était quoi? Il était devin, il était Nichashti. J'ai fait de la divination, j'ai fait des interprétations, j'ai les trafim, j'ai des divinités qui m'indiquent la route, etc. C'est un homme, Lavan, qui est un magicien, un sorcier, un interprète, un truc. Ouais. Or, vous savez, on dit dans Pirkei Avot, Marbe Nashim, Marbe Kshafim, la magie, la sorcellerie. Avoir beaucoup de femmes, c'est avoir beaucoup de sorcellerie chez soi à la maison. Ou bien, dans la Torah, Mechashefa lotechaye, une sorcière, tu ne la laisseras pas vivre. Rachid dit, c'est vrai aussi pour les sorciers. Mais pourquoi on dit une sorcière? Il dit parce qu'en général, c'est les femmes, beaucoup plus que les hommes. Donc on voit que ce côté qui est chez Lavan, la sorcellerie, la divination, les prédictions, toutes ces choses-là, c'est quelque chose de féminin. C'est ce que je vous ai dit au début. Lavan, c'est le côté passif. Pourquoi les femmes, elles ont comme ça de l'interprétation des rêves et des choses, enfin tout ce côté-là? Pourquoi? Pas des rêves. Parce que les femmes, elles sont impuissantes, c'est pas elles qui ont leur destin en main. On parle, c'est un vieux cours, hein, j'ai dû le faire en 1900. Alors, les femmes, elles subissent les règles du monde de l'homme. C'est l'homme qui est l'actif, c'est l'homme qui travaille, c'est l'homme qui crée, c'est l'homme qui apporte la richesse. La femme, elle, gère cela. Un homme, à quoi ça sert une femme? Eh bien, tu apportes de l'argent, est-ce que tu manges de l'argent? Tu apportes de la laine, est-ce que tu t'habilles avec de la laine? Tu apportes de la farine, est-ce que tu manges de la farine? C'est la femme qui donne tout le sens à la vie, tout l'arrangement, mais son travail, elle, c'est pas d'aller conquérir. Hein? Même dans les rapports conjugaux, l'homme, il donne, disons, la semence, et c'est la femme qui amène ça à jour. C'est l'homme qui apporte l'argent, la matière première, c'est la femme qui amène ça à jour. C'est la femme qui met tout au monde. Mais c'est l'homme qui crée toutes les choses. Donc la femme, elle est impuissante dans le monde de l'homme, elle n'a pas grand-chose à dire, et donc elle essaie d'avoir recours à des trucs, des stratagèmes, des machins, des raccourcis, des prévisions. Vous voyez? Et ça, c'est le monde de la vanne. Ça veut dire que tout le monde de la vanne, c'est un monde qui ne va que par la triche, par la ramaout, c'est fondamental chez lui. Yaakov, c'est pas comme ça. Esav, pardon. Esav, c'est quelqu'un qui, dans sa façon de gagner sa vie, il sait utiliser les stratagèmes, mais comme quelqu'un qui est actif dans l'emploi du rôle de l'homme, oui, là-dedans, Esav utilise l'arrêt. Mais Lavan, c'est sa façon d'être. C'est son côté féminin, c'est le père de tout le côté féminin du clan d'Israël. Dans ce côté-là, on a de la ruse, il est nachash, nochesh, il devine, il interprète, il sorcellerie, il prévoit le temps avec les trafim et tout, et c'est ça le côté féminin. Oui. Alors maintenant, je vous apporte juste le verset, on a presque fini. Le verset dit comme ça, dans Shoftim Yutret, quand tu viens dans ce pays qu'Hachem ton Dieu te donne, tu ne devras pas apprendre à faire toutes les abominations de ces nations. Tu ne devras pas avoir chez toi de gens qui font passer fils et filles par le feu, des gens qui ont des baguettes magiques, des gens qui interprètent le temps ou la forme des nuages, Menachesh, la divination, Mechachef, la sorcellerie, etc. Et tout ça après pour te dire. Car c'est à cause de toutes ces abominations qu'Hachem il les chasse de devant toi. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Perek Yutret, Pasuk Gimel. Toi tu seras tamim entier avec Hashem ton Dieu. Rashi dit Tamim tiye im Hashem Elokecha. Hitalech imo betmimut. Tu dois aller avec Hashem sans calcul, sans arrière-pensée, sans être malin. Ou te tsapelo,
c'est d'Hachem que tu dois attendre les choses. Velotarkor achar atidot. N'essaie pas de prendre des raccourcis et de t'ingénier à trouver des raccourcis, connaître le futur et des choses comme ça, comme les trafims de la vanne. C'est pas ton problème. Ne commence pas. Fais confiance à Hachem. Quand tu es dans un monde dans lequel tu subis, oui, eh ben, tu ne dois pas être comme toutes ces nations-là, qui essaient de tricher avec les choses. Tu prends les choses telles qu'elles sont. אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו. Mais tu dois recevoir tout avec confiance, avec innocence, et alors, tamim tiye im Hashem Elokecha. Si tu es comme cela, que tu as des dispositions honnêtes, tu ne calcules pas, tu ne t'imagines pas comment est-ce qu'on prend les raccourcis, comment on est plus simple, comment est-ce qu'on est plus malin qu'Hachem, comment est-ce qu'on prend de l'avance et tout ça. Si tu ne rentres pas dans toutes ces choses-là, tu es im Hashem. À ce moment-là, tu seras avec Hachem. D'accord? Donc je dirais que chez Lavan, Yaakov, il est exactement comme ça. Il n'intervient pas. Il refuse d'intervenir. Il est passif de ses... Même les femmes, elles sont plus actives que lui. Oui? Il reçoit tout. Il est tamim tiim Hashem lakecha. Et comment est-ce qu'il devient riche? C'est que parce qu'il est avec Hachem. Pourquoi? Il est avec Hachem. Hachem lui indique, voilà, j'ai vu ce que Lavan il te fait, ça suffit. Voilà comment tu vas faire avec pour avoir des troupeaux qui ressembleront à ce que tu dois avoir. Et il a parlé à Lavan pour dire, tu ne lui parles pas, tu n'attaques pas, etc. Tout, c'est Hachem qui a donné cette richesse. Et c'est marqué ça en toutes lettres, que si Hachem n'avait pas défendu Yaakov, il serait sorti sans rien de chez Lavan. Oui, Lavan, il n'est pas capable, il était rien avant que Yaakov il arrive. Il n'avait pas de garçon, sinon il n'aurait jamais envoyé Rachel pour garder les moutons, et il avait très peu de troupeaux, et maintenant il est devenu, il a une bracha, nichashti, j'ai vu que c'est à cause de toi que tout m'est arrivé, la richesse, les enfants et tout. Parce que de lui-même, il n'est rien capable de faire, sauf de tricher. Oui, ça, il est capable. C'est comme ça qu'il est, c'est impuissant par rapport au monde de l'action. C'est le côté féminin, oui, alors, qui a d'autres grandeurs, comme on a dit. C'est elles qui sont en train de tout donner du goût aux choses, donner des raisons de vivre à tout. Ça, c'est le rôle de la femme, mais ce n'est pas le rôle de faire avancer l'histoire et tout. Et Yaakov, pendant tout le séjour qu'il était chez Lavan, Im Lavan Garti, je suis resté, Tarei Mitzvot Shamarti, il y en a qui disent Shamarti, observer les Mitzvot Shomer, les Mitzvot, c'est pas Zachor, Zachor veut Shamor. Zachor, c'est faire les choses activement, comme un Zachar, comme un homme. Shamor, c'est observer, respecter les trucs. C'est de nouveau le monde féminin. Pendant toutes ces années-là, j'ai été, quoi qu'il puisse m'arriver, je me suis tu, j'ai appris à devenir tamim tiim Hashem Elokecha. Et finalement, je suis sorti riche. Donc, je dirais comme ça. Ce que Yaakov envoie comme message à Esav, il dit voilà, tu avais lieu de te plaindre de ce que je t'ai fait dans la première phase. Mais tu sais maintenant, j'ai travaillé pendant toutes ces années chez Lavan, et Vaïlishov et Chamor, et j'ai eu des richesses extraordinaires. Ça veut dire, à cause de ma tmimout, Hachem, il m'a donné une richesse extraordinaire. Lavan, il a toujours essayé de me rouler de tous les côtés, mais à cause de ma tmimout, grâce à cela, j'ai eu Imo. Tamim tiye, im Hachem Elokecha. Tu seras droit avec Hachem, sans calcul, mais si tu es droit, im Hachem Elokecha, si tu acceptes tout. Donc c'est ça le message. Yaakov est en train de dire à Esav, il dit, tu sais, voilà, toi, je ne veux pas la guerre avec toi, je t'envoie des cadeaux, on fait la paix, je ne veux surtout pas la guerre avec toi. Mais sache bien que pendant toutes ces années-là, j'ai appris à ce que on enlève la ruse et tout ça. On est avec Hachem et on attend qu'Hachem il fasse les choses. Ça veut dire que, au début, Yaakov, il était cachère, mais c'était son action. C'était dans le domaine de l'action, il a agi avec des ruses et des stratagèmes en se déguisant, etc. Il l'a fait. Il a fait que des choses parce qu'il devait le faire.
Mais il le faisait sans introduire l'intervention d'Hachem. Chez Lavan, ce qu'il a appris, c'est d'être passif, de tout supporter, quoi qu'il en soit, de faire confiance à Hachem. Et c'est ça ce qui lui permet maintenant. Il dit, maintenant, c'est fini, j'ai plus besoin de ruse. Maintenant, je suis Israël, je suis Yachar, c'est le Ekov, le tortueux, le calculateur, il est devenu Yachar, il est devenu quelqu'un droit, qui affronte les choses. Tu peux faire la paix avec moi, mais sache de toute façon que maintenant, j'ai acquis Hachem avec moi.